J'ai fait un peu exprès parce que j'aimerais bien, mais bien sûr, je vais expliquer en français, même en arabe, quelquefois si c'est nécessaire. Donc, l'objectif est de familiariser les participants à l'intelligence artificielle, à ces notions, et puis aussi de faire possible que certains d'entre eux puissent passer les tests de certification, c'est toujours intéressant. C'est pour ça que je garde aussi les versions en anglais. Mais c'est parce que sur Internet aussi, toutes les ressources pédagogiques, tous les tutoriels, les blogs, etc., intéressants sont en anglais, donc il faut mieux avoir cette habitude. Il y aura donc 3 webinaires. Je vais m'adapter aussi, surtout dans les prochains webinaires, même aujourd'hui, si c'est nécessaire, donc à vous attendre parce que nous sommes avec des participants pas forcément homogènes. Donc, je vais essayer d'aller doucement aujourd'hui et parfois même, si c'est nécessaire aussi de passer d'une présentation à une autre, s'il y a un élément à éclaircir, surtout dans la séance des questions. Tout d'abord, je tiens aussi à motiver les gens, parce que c'est le plus important. Le contenu, vous pouvez le trouver un peu partout. L'essentiel aujourd'hui, surtout aujourd'hui, c'est de créer chez vous cette envie de découvrir l'intelligence artificielle, de comprendre que nous ne sommes plus dans l'époque d'avant, nous sommes dans une nouvelle époque et beaucoup de choses vont se transformer devant nos yeux. Heureusement que nous sommes en train de vivre cette grande transformation. Moi, je suis de Compiègne. J'ai eu mon doctorat à l'UTC, à Compiègne, en France. Et là, nous avions comme enseignant, c'est-à-dire, c'était pas mon enseignant, mais il est venu après, Bernard Stiegler. Bernard Stiegler, c'est un grand monsieur, un grand professeur, c'est un grand savant aussi, critique, philosophe de la technique et de l'intelligence artificielle en particulier, du numérique. Et lui, il aimait toujours dire que nous vivons un retournement épocal. D'accord? C'est un retournement d'époque. On n'est plus dans la même époque. Donc, je vais revenir à ces notions philosophiques et aussi pour motiver, comme j'ai dit. Mais aujourd'hui, dans cette diapositive, je commence par vous dire que ce que nous souhaitons, c'est vous faire découvrir l'écosystème d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on peut la comprendre. Ce n'est pas de la magie, c'est des gens, quelque part, un peu partout dans le monde, qui l'ont développée. Donc, nous avons, nous aussi, la capacité au moins de la comprendre. Après, il faut aussi qu'on essaie de contribuer à cette transformation qui s'opère dans le monde. Donc, nous allons vous faire découvrir l'écosystème d'intelligence artificielle et aussi nous allons parler un peu de son histoire, de sa dynamique. Nous essayons aussi de vous motiver et de vous aider éventuellement à découvrir et à apprendre ces technologies, à les utiliser. Et nous essayons aussi de vous montrer que c'est important, que ça s'applique, que c'est utile, et que c'est utile un peu partout. L'IA, l'IA, c'est un peu comme l'intelligence. Moi, mon intelligence, je l'utilise partout. J'utilise mon intelligence quand je lis, quand je me promène, quand je mange, ou je fais le jeûne, etc. Là j'utilise toujours où je travaille. Donc, l'intelligence, c'est quelque chose que j'utilise dans toutes mes activités, mes aspects de vie, etc. Donc, l'intelligence artificielle, qui n'est pas forcément l'intelligence naturelle, mais qui s'y rapporte, elle aussi, et s'applique, elle est pluridisciplinaire. On ne peut pas dire, moi, ça ne m'intéresse pas, non. Non, surtout que ça va toucher tous les aspects de ma vie. Donc, on va aussi découvrir les technologies Huawei et sa stratégie. Et puis, vers où on va
quelles sont les perspectives, que ce soit au niveau des métiers qui vont apparaître, des métiers qui vont disparaître, des problèmes sociétals qui peuvent émerger de l'IA, etc. Et pour continuer dans cette motivation que je souhaite faire émerger chez vous, je commence aussi par dire que l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose d'intuitif. Ce n'est pas quelque chose d'intuitif. D'ailleurs, on va le voir, beaucoup de gens ne croyaient pas que ça allait apparaître. Et même chez nous, dans notre imaginaire au Maroc, et un peu dans notre région, on n'a pas une relation très amicale avec la technologie, en particulier avec l'intelligence artificielle. On a souvent, autour de moi, avec beaucoup d'amis, beaucoup de membres de ma famille, beaucoup de collègues aussi, on perçoit qu'il y a une certaine résistance à l'intelligence artificielle. On ne peut pas faire ça. Au lieu de comprendre un peu ce qu'elle fait et d'essayer de l'exploiter, beaucoup de gens disent que non, tu ne fais pas ça, il ne va pas pouvoir faire ça, etc. Et au moins, on doit déjà... Et puis le terme impossible, il est impossible qu'il fasse ça. Le terme impossible, on ne peut pas le prouver scientifiquement. C'est beaucoup plus idéologique. Et donc, c'est vraiment à ne pas passer beaucoup de temps à dire ce qu'elle ne peut pas faire. Il vaut mieux déjà comprendre ce qu'elle peut faire et l'exploiter. Donc, mais l'intelligence artificielle n'est pas simple et n'est pas intuitive. Même les gens qui l'ont inventé, qui l'ont développé, sont souvent surpris de ce qu'elle peut faire. Et donc, il est un peu complexe aussi. Quand je dis il n'est pas intuitif, c'est un peu complexe. Et parfois, on a une résistance de par notre culture, mais aussi d'autres choses, aussi de notre logique, de notre manière de raisonner, qui fait qu'on doit faire un petit effort pour la comprendre et pour s'ouvrir à cette technologie. L'intelligence artificielle, c'est en même temps une collaboration, une intersection des interfaces entre plusieurs disciplines. Ce n'est pas, donc l'intelligence artificielle, ce n'est pas les maths, ce n'est pas l'informatique, ce n'est pas la psychologie ou la sociologie ou l'économie, c'est tout ça, comme j'ai dit au début, c'est l'intelligence. Donc, c'est une interface entre plusieurs champs et qui fait, qui crée, et c'est intéressant aussi, qui crée des opportunités de collaboration pluridisciplinaire. Et c'est un peu, ça fait aussi sa richesse. L'intelligence artificielle aussi est un champ qui utilise beaucoup les mathématiques, qui utilise beaucoup l'informatique, qui utilise beaucoup le linguistique et autres probabilités statistiques, etc. Beaucoup de domaines. Les neurosciences, donc, c'est un champ qui utilise beaucoup de domaines. Donc, et pourquoi j'ai mis ces 3 points, c'est pour dire que l'IA, c'est vrai, c'est un peu difficile, c'est un peu complexe au début, mais lorsque on commence à travailler, à faire de petits efforts, surtout des efforts collectifs, parce qu'il vaut mieux travailler ensemble que travailler individuellement, parce qu'il y a beaucoup de disciplines, comme j'ai dit, qui font que l'IA émerge. Quand on commence à travailler, on découvre des choses très intéressantes. On est vraiment excité par ce qu'on découvre. C'est une aventure en soi. Mais toujours, je reviens, ce n'est pas très simple, ce n'est pas très banal. Et donc ça exige un petit effort que tout le monde, aux États-Unis, en Chine, en Europe, un peu partout, il y a des gens qui ont 18 ans, ou 20 ans, qui donnent des cours dans des universités sur l'IA. D'accord ? L'Université de New York, c'est un jeune, je pense qu'il avait 22 ans ou 20 ans, et qui donnait des cours à l'université. Et pas que lui, il y a beaucoup qui ont cet âge et qui commencent à... Ça veut dire qu'on peut, si eux, ils la comprennent, nous aussi, nous pouvons la comprendre. Nous pouvons l'utiliser. Là, je vais présenter un certain nombre de points. Peut-être pas, on ne va pas toucher à tous les points aujourd'hui. Donc, on va commencer par voir un peu que l'IA, finalement, c'est quelque chose dans laquelle nous baignons aujourd'hui, même au quotidien, et puis présenter
brève histoire de l'intelligence artificielle et puis s'attaquer à certains aspects techniques. Donc, en gros, on va toucher à ces 3 points. Tout d'abord, l'intelligence artificielle est une affaire quotidienne pour nous. Lorsque on utilise, même aujourd'hui, lors de ce webinaire, on doit savoir qu'à travers le cloud, il y a l'IA qui est utilisée pour optimiser notre communication et puis pour surveiller un peu, pour protéger aussi notre communication. Mais à travers nos smartphones, si quelqu'un utilise son smartphone pour suivre le webinaire, le smartphone est plein il y a beaucoup d'intelligence artificielle dedans, dans la médecine, dans l'industrie 4.0, actuellement, puis dans les drones et surtout dans les guerres aujourd'hui, on voit très bien, donc l'IA est très utilisée, dans les réseaux sociaux aussi. Elle commence aussi à être utilisée dans certains tribunaux. Les avocats les utilisent pour analyser un peu surtout dans les contextes où on a besoin de faire référence à des jurisprudences. L'IA aussi, c'est dans l'économie, et là, c'est avec I. Je suis membre d'un institut de l'économie. Et dans cet institut d'économie, nous essayons de voir, économie, ça veut dire icône, omi, comme économie, taxonomie, etc. Donc c'est un peu la science qui s'intéresse aux symboles. Icône, c'est des symboles, et nous, on est plein dedans. On est dans un monde numérique, et donc de symboles. Donc l'économie, quelle économie avec l'intelligence artificielle, avec le numérique? Les voitures autonomes, vous savez déjà, donc on utilise les voitures autonomes aujourd'hui dans certains pays, au moins à titre d'expérimentation, mais ça va venir très bientôt. OpenAI, donc ChatGPT en particulier, mais beaucoup d'intelligence artificielle générative qui permet de générer des choses, du texte, mais des images, mais autre chose. Et les territoires augmentés, donc je peux me balader avec mon smartphone et quand je suis proche d'un endroit, j'ai des messages qui apparaissent sur mon smartphone. La détection d'objets, en particulier avec la voiture autonome, mais aussi quand je me balade, je peux aussi détecter des objets, avoir des descriptions de ces objets. Les robots, ce n'est pas forcément de l'intelligence artificielle, c'est de la robotique, mais on intègre dans ces robots des algorithmes qui font qu'ils reconnaissent là où ils doivent se déplacer, reconnaissent des objets, ils reconnaissent aussi des obstacles, ils les évitent, ils détectent un petit peu des gens ou des objets. Et voilà, donc c'est des robots, mais augmentés par l'IA. Mais l'IA, donc pour commencer un peu une petite histoire de l'intelligence artificielle, donc l'IA, c'est quelque chose que les humains ont essayé d'avoir depuis très longtemps. Parce qu'en gros, l'intelligence artificielle, c'est comment je peux automatiser le raisonnement. Et ça passe aussi par codifier les décisions. Donc, codifier les décisions et essayer de les industrialiser, entre parenthèses. C'est comme l'organisation scientifique du travail. Là, c'est un peu l'organisation scientifique de mon raisonnement. Comment je peux identifier des processus dans mon raisonnement, quand je réfléchis, quand je prends des décisions, quand j'observe aussi, d'accord, parce qu'on va voir après. Donc, mais c'est l'idée, automatiser des choses, des mécanismes, des processus. Donc, ça a été, là, c'est des donc ça a été fait développé par des frères, donc c'était une famille de génies qui essayaient d'automatiser certains mécanismes, l'irrigation, mais autre chose, pas uniquement. Et puis, Al-Khwarizmi aussi, il a automatisé un certain nombre de choses. D'ailleurs, le livre d'Al-Khwarizmi a été lu par Zuckerberg et par d'autres gens. Ils disent que c'est grâce à lui que finalement, aujourd'hui, on peut parler d'intelligence artificielle. Nous allons voir que, entre parenthèses, dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de mathématiques, beaucoup de maths.
Et d'ailleurs, quand on voit comment c'est fait dans d'autres pays, aux États-Unis en particulier, en Chine, c'est dans des univers, c'est des mathématiciens. D'ailleurs, on va voir aussi les grands-pères de l'IA, c'est des gens qui maîtrisaient beaucoup les maths. Et bien sûr, utilisaient aussi de l'informatique et les probabilités, les statistiques, etc. Donc, c'est un raisonnement, d'ailleurs, on dit c'est un raisonnement statistique souvent. Et donc, il y avait aussi des tentatives de créer des machines ou des objets, ou comme vous voyez ici, donc automatiser un mouvement. Ou une calculatrice. Leibniz c'est quelqu'un d'extraordinaire, parce que, vous voyez ici, 1673, Leibniz introduit de Pascaline. Donc, il a créé une calculatrice binaire. C'est extraordinaire. En 1693. En 1693, il n'y avait pas de l'électronique. C'est pour dire que certaines choses que nous vivons aujourd'hui ne sont pas le produit d'un an, d'un siècle. Ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, Leibniz, c'est lui qui a inventé le système binaire, le 0-1. D'accord. Et il avait un background un peu religieux, et pour lui, donc, le 1, c'est Dieu, 0, c'est le néant, et à partir de 0 et 1, on peut tout créer. Donc, vous voyez un peu le point de départ. Et grâce à ça, grâce à cette logique aussi qu'il a développée, ce background, il a pu donc développer le système binaire et essayer même de créer une calculatrice binaire. Puis, dans les années 40 et 50, la nouvelle manière de voir l'IA, la nouvelle vague d'intelligence artificielle, beaucoup plus scientifique, est apparue. Et on a commencé parce que 1940, 49, c'était un peu le début de la guerre froide. Donc, on voulait comprendre ce que disent les autres. Les Américains voulaient comprendre ce que disent les Russes en particulier. Et puis, il y a eu M. Turing en Grande-Bretagne, le monsieur qui a déchiffré, donc, grâce à Enigma, les communications des nazis, des Allemands. Donc, Alan Turing aussi s'intéressait à l'intelligence. Donc, il se posait la question de savoir s'il serait possible d'avoir des machines intelligentes. Donc, c'est entre 1940 et 1950 qu'on a eu vraiment l'émergence de l'intelligence artificielle, nouveau monde. Beaucoup de gens ont participé à cette émergence, et c'était des gens très, très brillants, et qui n'étaient pas des informaticiens, qui n'étaient pas des mathématiciens, qui n'étaient pas des chimistes, ils étaient de tous les domaines, des psychologues, des mathématiciens bien sûr, des gens qui vous voyez ici, vous avez par exemple Shannon, le monsieur qui a pratiquement révolutionné les probabilités, les télécommunications et autre chose. Herbert Simon aussi, John McCarthy. Donc, il y a beaucoup de monde ici, mais qui touchent à tout. Des mathématiciens, théorie des jeux, par exemple. Ils ont travaillé sur des économistes, des psychologues, comme j'ai dit, des psychiatres, des psychanalystes. Et ces gens se sont réunis à Dartmouth, aux États-Unis, et là, John McCarthy a dit, nous allons commencer à travailler sur un champ qu'on va appeler intelligence artificielle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu l'émergence, la concrétisation du développement de l'intelligence artificielle. Voilà, donc 1955, John McCarthy annonce le terme d'intelligence artificielle. Mais Alan Turing, lui qui est britannique, qui n'était pas avec eux, il n'était pas là. Lui, il a beaucoup contribué déjà à l'informatique et puis à l'intelligence artificielle en particulier. Mais entre 1960 et 1980,
les gens se sont dit non, ça ne va rien donner. Cette intelligence artificielle que l'on souhaitait développer ici, les gens étaient très enthousiastes. Ils croyaient qu'on va créer des machines en 10 ans, bien en 20 ans, qui vont faire comme l'homme, imiter l'homme dans par exemple, dans la compréhension du langage, dans les déplacements, les robotiques, identification d'obstacles, etc. Mais malheureusement, il y a eu de grosses déceptions et on a vécu donc il y a eu un hiver des années noires de l'intelligence artificielle. Et puis, ce qui est intéressant, et ça me ramène à ce que j'ai dit au début, l'intelligence artificielle, il faut faire un petit effort pour la comprendre. Parce que là, des gens, en particulier McCarthy et Minsky, qui étaient les pères. McCarthy, c'est lui qui a annoncé le mot intelligence artificielle. En 1969, il a écrit un livre qui s'appelle Perceptron, où il a montré mathématiquement que l'intelligence artificielle, en particulier le machine learning, ne va pas aller très loin, que c'est limité, qu'il va atteindre ses limites. Mathématiquement, il a démontré mathématiquement que ça va pas aller loin. Et donc, les gens se sont dit, c'est pas intéressant d'y aller. En Grande-Bretagne, Light Hill, qui est un grand scientifique, a été chargé d'écrire un rapport sur l'intelligence artificielle. Et en 1973, lui aussi, il a dit que l'intelligence artificielle ne va rien donner. Et ça ne sert à rien de la financer. Et donc, tous les gouvernements se sont dit, voilà, puisque ça ne va rien donner, ça ne sert à rien. Parce que ça a été dit par des gens qui l'ont proposé au début, comme McCarthy, et puis comme McCarthy et Minsky. Et puis, ça a été dit aussi par de grandes figures scientifiques comme ici. Et donc, tous les pays ont dit, non, on va pas travailler. On ne va pas développer, on ne va pas financer les recherches autour de l'intelligence artificielle. Donc, pour des raisons différentes, d'accord, les mathématiques en particulier, puisqu'on a développé que les fondamentaux sur lesquels s'appuie l'intelligence artificielle ne lui permettent pas d'aller plus loin. Cependant, on a, donc, surtout à partir des années 80, on a connu un succès des systèmes experts, une autre manière de faire de l'IA, de l'intelligence artificielle. En particulier en exploitant les connaissances des gens, des experts, en essayant de les coder dans les machines. Et puis, il y a aussi le Deep Blue qui a gagné donc un jeu d'échecs contre le champion du monde, Garry Kasparov. C'était en 1997, et les gens se sont dit, ah non, c'est pas l'IA, ça peut donner quelque chose. Mais c'était basé sur des systèmes experts, etc. C'était pas le nouveau mode d'intelligence artificielle. C'est d'aujourd'hui qui a fait, par exemple, ChatGPT. Donc, ce regain d'intérêt pour l'intelligence artificielle s'est développé encore au cours des années 2000, mais surtout en 2012, les réseaux convolutifs sont devenus très connus, très utilisés. Et puis, avec les ordinateurs de plus en plus puissants, avec les data, avec aussi les GAFAM, les autres entreprises, parce que là, il n'y a pas OpenAI en particulier, l'IA a retrouvé, c'est devenu très, très développé, a connu le succès que l'on connaît aujourd'hui. C'était surtout grâce à ces trois personnes. Il y a eu un Lequin, un Français, Jeffrey Hinton, qui est d'accord, britannique, et puis Yoshua Bengio, lui, ses parents marocains, après il est français et canadien. À partir de l'âge de 12 ans, il était au Canada. Donc, les trois personnes ont révolutionné l'intelligence artificielle. Ils ont développé la rétropropagation par Hinton, les réseaux convolutifs, representation learning et pas mal de choses par Bengio. Donc, les trois, et puis ils travaillent ensemble parce que, d'une part,
Les deux étaient encadrés par Hinton, le monsieur qui est là. Et puis, ils ont travaillé aussi à Bell, les deux, Bengio et Yann Lequin, surtout Yann Lequin et puis Bengio. En 2019, ils ont donc gagné le prix, remporté le prix Turing, l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. Mais c'était en 2019. Mais avant, ils étaient écartés de la scène scientifique. Les gens disaient non, ils ne faisaient pas de la science. Et jusqu'à 2000, je pense 2009, on leur a refusé des papiers. On disait que c'est du n'importe quoi, c'est pas intéressant. C'est pour ça que je dis que c'est pas intuitif. Je répète, c'est pas intuitif. Il faut vraiment faire l'effort. Mais après, bien sûr, c'est intéressant quand on découvre, quand on évolue sur l'IA. Quand ils ont, à partir de 2012, parce qu'en 2012, il y a eu une compétition de reconnaissance des images, avec ImageNet, et des étudiants de M. Geoffrey Hinton ont remporté la compétition. Et depuis, tout le monde s'est dit, et puis il a remporté la compétition avec loin devant les autres. Et donc, tout le monde s'est mis à s'intéresser à l'intelligence artificielle, en particulier, bien sûr, Facebook. Et depuis, Yann Lequin est le responsable intelligence artificielle chez Facebook, Google. Geoffrey Hinton était aussi le responsable intelligence artificielle chez Google. Yoshua Bengio, lui, a refusé il a voulu rester à l'université, donc il est resté à l'université Montréal, au Canada. Mais Montréal aujourd'hui, autour de Montréal, tout le monde est venu installer des bureaux, donc de grandes entreprises. Lui, il dirige, donc Bengio, il dirige un grand laboratoire, MILA, autour de l'intelligence artificielle. Voilà, donc les trois qui ont fait. Maintenant, on va essayer de définir l'intelligence artificielle et le machine learning, le deep learning. En 1950, quand McCarthy, qui est là, un peu vieux, on l'a déjà vu plus jeune, il a proposé, donc avant lui, excusez-moi, avant lui, ok, McCarthy, lui, il a dit, on va essayer de créer des machines qui se comportent comme les humains. D'accord, donc et bien sûr, c'est une branche de computer science qui s'intéresse donc à l'intelligence, à faire en sorte que les machines imitent l'intelligence humaine. Mais en 1950, avant, c'est pour ça que j'ai dit Alan Turing, c'est quelqu'un de très intéressant. Il a proposé, il a posé la question de est-ce que les machines peuvent penser en 1950. Et puis il ne faut pas oublier que Alan Turing, c'est lui qui a proposé le test de Turing. Comment je peux voir, comment je peux vérifier si une machine arrive à penser. Il a dit, donc, si pendant un certain temps, disons, si pendant 5 minutes, j'entends une machine parler, je discute avec la machine, et que je n'arrive pas à détecter qu'il s'agit d'une machine, cela voudrait dire que la machine est intelligente. C'est une perception d'intelligence assez particulière parce qu'il est langagière. Donc, on ne va pas entrer aujourd'hui dans ce débat. On va y revenir peut-être dans les prochains webinaires. Pour Marvin Minsky, the science of making machines do things that would require intelligence if done by men. Donc l'intelligence artificielle, c'est le fait de faire que les machines font des choses qui, a priori, nécessitent de l'intelligence humaine. D'accord. Voilà, c'est un peu ça pour Minsky. Bien sûr, la dernière définition, il est un peu, c'est-à-dire, si aujourd'hui les ordinateurs font un peu ce que font les humains, donc comment dans 10 ans, dans 20 ans, je peux définir l'intelligence artificielle? Ça va devenir un peu plus, pas évident. Donc, ce schéma, il montre un peu comment l'IA était intéressante, bénéficiait de financement des États, et puis il s'éclipsait, passait par des crises, et puis on renouvelle un peu l'intérêt pour l'IA, etc., jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2016, mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas arrêté. Donc, pour définir l'intelligence artificielle,
Donc, c'est l'ensemble aussi des sciences, des études, des théories, des méthodes, des technologies aussi, des applications qui étendent, qui vont au-delà, qui utilisent, qui supportent et parfois qui augmentent l'intelligence humaine. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Mais on peut donner d'autres définitions. Donc, l'intelligence artificielle est définie comme des théories, des méthodes, des techniques, des sciences, technologies, des algorithmes qui contribuent à faire que les machines prennent des décisions et fassent aussi des actions, parce que si c'est intégré dans un robot, donc ça permet aussi de l'aider à faire des actions qui, traditionnellement, sont attribuées à des niveaux cognitifs chez l'homme, des niveaux de pensée, de mentaux élevés chez l'homme. En particulier, l'intelligence, c'est la capacité d'apprendre. Parce que si je prends beaucoup d'objets qui ne sont pas intelligents, ils n'apprennent pas. Entre parenthèses, n'ont pas la même ils ne s'adaptent pas forcément à l'environnement, au changement de l'environnement, pas de la même manière qu'un être humain. Donc, ce que nous souhaitons, ce que les gens qui voulaient créer, développer l'intelligence artificielle souhaitaient, c'est avoir des machines qui s'adaptent à l'environnement, qui apprennent de l'environnement, de leur expérience. D'ailleurs, on dit, donc, si jamais j'ai un problème quelque part, je ne vais pas revenir au même endroit. J'ai une mémoire et je l'utilise pour prendre des décisions. Et puis, c'est de l'automatique ou du machine learning, donc du machine learning, donc automatique, ou apprentissage automatique en français, mais donc c'est le machine learning qu'on utilise souvent en anglais, est associé à l'intelligence. Donc, le machine learning est associé à l'intelligence. Et c'est quoi le machine learning? C'est la capacité d'apprendre à partir des observations. Donc, la capacité d'observer et puis la capacité d'exploiter mon observation pour améliorer mon comportement, pour mieux agir, pour développer, d'accord. C'est ça un peu l'intelligence. Et à partir de ce moment, on voit bien un peu la relation, ou bien l'intérêt pour cette intelligence artificielle de disposer de données et de data. Et donc, ça crée la liaison entre intelligence artificielle et big data, mais aussi à toutes les formes d'observation. Donc, IoT, capteurs, etc. Parce que c'est à l'aide de ces capteurs, de ces IoT, que l'on peut aussi collecter de la donnée et de l'utiliser après à travers des algorithmes d'intelligence artificielle. Il y a différentes évolutions, différentes catégories d'intelligence artificielle, ou bien disons, il y a l'intelligence artificielle, mais à l'intérieur de l'intelligence artificielle, il y a le machine learning, donc des approches, des algorithmes de machine learning, et à l'intérieur des algorithmes de machine learning, nous avons des algorithmes de deep learning. Tout ça, nous allons le comprendre. Peut-être que parmi vous, certains déjà ont suffisamment de connaissances sur ces trois notions. Mais je vais voir, donc vous êtes plus de 315 personnes, donc le nombre est impressionnant. Ça veut dire que c'est très hétérogène. C'est pour ça que on va aller doucement aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous ayez, donc que ça, ce que je suis en train de présenter, vous donne envie d'aller découvrir, d'aller chercher sur Internet des tutoriels, des vidéos, des documents, parce qu'il y a beaucoup de documents intéressants autour de ça. Et puis, entre parenthèses, j'aimerais bien avoir vos feedbacks par rapport à ça, et pour que les webinaires qui vont suivre, si j'ai des questions, j'ai des remarques, ça va m'aider à mieux adapter mon contenu. Voilà, donc il y a une relation entre l'IA et le machine learning et le deep learning. Donc l'IA, on a déjà un peu défini. Le machine learning,
pour l'intelligence artificielle telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, bon, d'ailleurs, dernier modèle d'intelligence artificielle, le machine learning, c'est la partie la plus, c'est un peu l'approche la plus utilisée pour développer les algorithmes. Ça consiste à avoir des modèles, donc modèle, c'est algorithme, c'est logiciel si vous voulez, mais c'est pas ça. Donc des modèles que l'on va utiliser pour des applications diverses. Donc ces modèles, on va leur envoyer des données et ils vont apprendre à partir des données. Comme un gamin, un bébé, quand il naît, il observe. Donc, il utilise ses sens, ses oreilles, ses yeux, ses mains pour toucher, etc. Donc, et il apprend. En particulier, il apprend le langage. Mais il apprend aussi à identifier des objets. Donc, on essaie un peu de faire la même chose. Donc, on crée des modèles, des logiciels, mais au début, des logiciels un peu qui ont l'architecture qui va leur comprendre, qui va leur permettre d'apprendre, mais qui n'ont rien appris encore. Et puis, on va leur envoyer des données, des images par exemple, et ils vont apprendre. C'est ça le machine learning. Mais on peut aussi imaginer des modèles qui vont aller voir le texte qui se trouve sur Internet ou sur Wikipédia. Ils vont le scanner en quelque sorte, ils vont un peu le dévorer, entre parenthèses, phrase après phrase, et à la fin, ils vont acquérir la capacité de dialoguer avec des humains, comme ChatGPT. Mais bien sûr, avant qu'il aille lire les textes et les explorer, on les munit de capacités en utilisant des architectures spécifiques qui va leur permettre d'apprendre. C'est comme le cerveau humain. Donc, le cerveau humain a une architecture. Il est organisé, il a une certaine structure, il a des manières de fonctionner, des mécanismes pour qu'il fonctionne. Après, bien sûr, on lui apprend des choses. Donc, le machine learning, c'est essentiel, c'est au centre du développement de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Il est un peu ancien, le machine learning. Le deep learning, un peu plus récent, et puis qui fait partie du machine learning, comme le machine learning fait partie de l'intelligence artificielle, mais avec le même. D'accord? Donc, c'est des imbrications. Donc, le deep learning, c'est une manière d'utiliser des réseaux de neurones en particulier, profonds en général, avec plusieurs couches. Nous allons venir à tout ça, pour pouvoir créer des niveaux d'abstraction. Regardez-moi, quand je vois une image, qu'est-ce qui se passe en général? Au début, l'image, forme de pixels, il arrive sur mes yeux, et puis il est traité, et puis il va se propager un peu dans mon cerveau, jusqu'à arriver au niveau du cortex visuel, donc quelque part dans mon cerveau, mais vraiment arrière, donc il va traverser des couches. En traversant les couches, il devient de plus en plus abstraite. Au début, c'est des pixels. Après, c'est par exemple, quand je vois, disons l'exemple qu'on donne souvent, c'est un chat, un chien. Quand je vois un chat, au début, c'est des pixels. Après, c'est pas des pixels, c'est pas des points, mais c'est on dit des features, des parties, des caractéristiques de l'image du chat. Après, ils vont être combinés. Et en dernier lieu, ce ne sont plus des pixels, ce ne sont plus mais c'est un concept. C'est un concept. Mais c'est le chat. D'accord. Donc, c'est un peu ça le deep learning de la même manière. Donc, on va partir des pixels jusqu'au concept. D'accord. Jusqu'une une réalité latente, d'accord, cachée de l'objet. Voilà, donc on va y aller doucement, mais on va tout comprendre après. Bien sûr, au début, on a commencé avec le perceptron. D'accord, on verra après. Donc, c'est un petit réseau de neurones, mais qui ne promettait pas de
tout le développement que nous vivons aujourd'hui. Je répète, l'IA n'est pas intuitive. Donc, le machine learning, il y a plusieurs méthodes quand on veut, voilà, quelle architecture je veux proposer, quelle utilisation je vais faire de l'IA, quelle manière je vais faire l'apprentissage. Donc, c'est des questions qu'on va essayer d'éclaircir maintenant. Donc, le machine learning, les algorithmes de machine learning, diffèrent par les méthodes de learning, d'apprentissage que nous allons adopter. Il y a ce qu'on appelle le supervised learning. C'est comme si vous prenez votre enfant et vous lui dites, ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un autre chat, ça c'est aussi un autre chien, c'est un autre chat, c'est un chien, c'est une table, une chaise, une voiture. Donc vous lui montrez l'image et le nom, le label ou l'étiquette de l'image. Il finit par trouver les correspondances, c'est-à-dire si dans 5 jours, dans 1 mois, ça dépend du temps que je vais consacrer à l'apprentissage de mon enfant. Après, quand il va sortir, il rencontre un chat, il va le reconnaître. D'accord? Il trouve un chat quelque part. Il observe, il voit une table, il dit, ah, ça c'est une table. Sachant que la table qu'il va voir n'est pas forcément la même que celle sur lesquelles il s'est entraîné. Il s'entraîne sur des images ou sur des objets. Nous, on va entraîner nos enfants sur des objets. Je vais lui montrer des voitures. Ça, c'est une voiture, des tables, des chaises, de différents objets. Mais lui, et c'est ce que j'avais dit au début, c'est qu'il va partir des images, parce que dans notre cerveau, c'est comme ça que ça se passe. On part des images, des objets, vers des concepts. Donc ça va aider mon enfant à avoir des concepts. Et on essaie de faire la même chose avec les ordinateurs. Donc, l'apprentissage supervisé, c'est l'apprentissage où on va montrer les images avec des labels. Quand je dis images, c'est juste pour simplifier, on peut montrer autre chose. Par exemple, vous avez des clients. Donc, une entreprise, il veut identifier, par exemple, quels sont les clients qui potentiellement vont acheter un produit, disons une table. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'ensemble de ses clients et il va les catégoriser en deux, ceux qui ont acheté les tables et ceux qui n'ont pas acheté les tables. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les passer à la machine. Ce monsieur a acheté la table, cette dame a acheté la table, l'autre n'a pas acheté, Mais qu'est-ce qu'il va par quoi il va caractériser le client? Par les données qu'il a sur le client. Le nom, l'âge, marié ou non, famille, emploi, etc. Ses habitudes éventuellement. Toute l'information qu'il a, il peut aussi utiliser les données sur Facebook, aller chercher des données sur le client ou des bases de données, diverses bases de données. Donc, il met les caractéristiques des clients et s'ils ont acheté ou pas acheté à travers, bien sûr, des données historiques, des données qu'il a déjà. Après, un nouveau client arrive, dont on n'a pas l'historique, mais on va prendre ces caractéristiques et notre modèle, notre algorithme va nous dire s'il va acheter une table ou pas. Si ça vaut mieux, si ça vaut la peine de, par exemple, envoyer une publicité sur les tables ou pas. Donc supervised learning, c'est entraîner le modèle ou le réseau de neurones par des données dont on dispose d'étiquettes. Un supervised learning, c'est un peu différent. C'est entraîner les modèles à grouper, par exemple, grouper des objets, mais sans qu'il y ait des étiquettes, des labels. Je ne dis pas à mon algorithme, à mon logiciel, entre parenthèses, que je veux développer, ça c'est un chat, c'est un chien. Non. Par exemple, je lui donne des photos, des images, et lui, il va les grouper. Automatiquement, il va les grouper selon un peu la nature de l'image, selon les caractéristiques internes de l'image. Par exemple, si je lui donne des photos d'objets différents, il peut séparer les êtres vivants des objets qui ne sont pas vivants. Par exemple, les chats, les chiens, les humains, etc., il va les mettre ici, il va dire, voilà, ça c'est lui, il ne sait pas que c'est des humains ou des êtres vivants. Et ça, c'est des objets inertes, ça c'est juste des objets. Comment il fait?
c'est que, par exemple, les êtres vivants, ils partagent quelque chose entre eux, ne serait-ce que des yeux. Donc nous avons, même nous, les animaux, nous avons des choses qui nous unissent. Et les autres objets, inertes, n'ont pas ces caractéristiques. Donc, il va exploiter les caractéristiques internes pour classifier, pour regrouper, on dit regrouper, on ne dit pas classifier, regrouper les objets. La classification, on l'utilise avec, en général, le supervised learning. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle semi-supervised learning. On y reviendra après, qui combine les deux. En général, on l'utilise lorsque on n'a pas beaucoup de labels, donc on a une partie labellisée, étiquetée, parce que l'étiquetage n'est pas facile. Prendre par exemple 3000 images et dire ça c'est un chat, c'est un chat, c'est un chat, c'est pas facile. Et puis il y a le reinforcement learning, c'est faire en sorte que mon algorithme va s'adapter, va choisir, faire les bons choix, en s'adaptant à un environnement donné. Et là, s'il fait une action que nous considérons bonne, on lui donne un cadeau, sinon, on ne lui donne rien ou bien on le pénalise. Et puis, il y a le learning by transfer ou bien transfer learning. Ça, c'est un autre cas, parce que là, on parle de machine, on parle de modèle. Nous avons la possibilité de prendre les données d'un modèle déjà entraîné et de les mettre dans un nouveau modèle vierge qu'on vient de créer. Donc, on peut transférer la connaissance entre deux modèles, deux logiciels, entre parenthèses. Donc, ça, c'est les méthodes d'apprentissage qui sont utilisées dans le machine learning. Donc, l'apprentissage supervisé, supervised learning, c'est un peu ça. Je donne l'image et le label. En général, pour faire apprendre un algorithme, je lui donne des milliers d'images. D'accord, l'apprentissage, l'IA, c'est un peu compliqué. C'est pas comme un bébé. Là, il faut vraiment avoir beaucoup de data. Et puis, l'apprentissage non supervisé, c'est que la machine va chercher, va identifier dans les... Là, on a donné à la machine des photos, différentes photos, et elle arrive à mettre ensemble les voitures comme un gamin. Un gamin, si je lui donne beaucoup d'objets, sans lui dire ça c'est un chat, c'est un chien, etc., il peut les classer. Tous les enfants font ça en général. Un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses jouets, il met les voitures de côté, peut-être il commence par les grandes voitures, et puis les petites, et puis il met les autres, d'accord, s'il a d'autres objets, d'autres jouets, des poupées par exemple, et d'accord, il assemble, il organise, il crée des groupements, des clusters. La machine peut faire la même chose, en s'appuyant sur les caractéristiques internes des objets. Donc, ces types de traitements, ils s'appellent classification. Donc, il y a donc différentes manières de traiter les données. Pourquoi je parlais d'intelligence artificielle, maintenant je parle de données? Parce que l'intelligence artificielle, c'est quoi? Moi, même pour les humains, c'est quoi de l'intelligence? C'est, vous êtes dans un environnement, vous observez quelque chose et vous décidez quelque chose. D'accord? Par exemple, je suis en train de... je me déplace, je trouve un obstacle, j'évite l'obstacle. Ou alors, le médecin, il a des images, il a une image d'un patient, il dit « Ah, ce monsieur, il est sain ou il est malade. » Donc, il va le classer entre deux catégories. D'accord? Donc, on est tout le temps confronté à une banque. Pour une banque, quelqu'un vient, il demande un crédit. La banque dit oui ou non. D'accord? J'accepte. Donc, il classifie. Pourquoi il va dire non? Il va dire non parce qu'il va considérer que le monsieur ne va pas rembourser sa dette ou son prêt. Ou alors, il va dire oui parce que le monsieur ou la dame va rembourser le crédit. Donc là, quand on fait ça, c'est une classification. La régression, c'est autre chose. La machine, l'ordinateur, donc l'intelligence artificielle, parfois, il veut prédire le prix d'une maison. Moi, je veux acheter une maison. Quel est le prix, étant donné un certain nombre de caractéristiques? Ou alors,
quel sera le nombre des habitants au Maroc d'ici un an, 2 ans, ou bien quel sera le prix du pétrole, d'accord, ou quel sera le risque d'un problème, d'une épidémie, par exemple, comment ça va progresser, etc. Donc, les régressions, c'est un peu des données, des nombres continus que je peux prédire avec le machine learning. Le clustering, c'est ce que j'ai dit, c'est la capacité de regrouper des objets, de dire, voilà, ici, parmi ces objets, j'ai 4 catégories ou 5 catégories, et je les regroupe en fonction de leurs propriétés internes. Et puis, il y a les modèles génératifs, très à la mode aujourd'hui, ChatGPT par exemple. Les modèles génératifs, c'est très différent. Nous allons consacrer un peu de temps après à ça. Là, on est dans l'introduction. Mais les modèles génératifs, par exemple, pour ChatGPT, ils se basent sur ce qu'on appelle des modèles de langage, de langue, language model. C'est-à-dire que quand je prononce, d'ailleurs vous avez tous les humains ont cette capacité. Moi, quand je parle, même si là je discute, il y a une sorte de spontanéité dans ce que je dis. Je ne vais pas tout programmer. Mais quand même, vous avez une idée quand je parle de ce que je vais dire après, souvent, d'accord, la phrase qui va venir après. C'est-à-dire que vous créez une distribution de probabilité sur tous les mots qui vont possibles, et puis vous allez donner plus de probabilité à un certain mot par rapport à d'autres. Par exemple, quand on le fait, donc je dis quand, je dis une phrase, donc vous pouvez un peu, donc c'est un peu les modèles génératifs, c'est pouvoir prédire le mot qui va suivre. Mais ça s'utilise aussi pour les images, d'accord? Là aussi, on va générer des pixels au lieu de générer des mots ou des groupes de pixels. Voilà, donc, et ce qu'il faudrait comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une machine qui fait tout. Non, c'est un ensemble de machines qui peuvent tout faire. C'est un ensemble de machines, c'est différentes machines. C'est-à-dire qu'on dit que, en anglais, on dit que task-driven, c'est-à-dire c'est l'intelligence artificielle, elle est orientée, elle est guidée par les applications. S'il s'agit de, par exemple, si nous souhaitons créer un chat GPT dans l'entreprise, parce que c'est ce qui va venir après. Ce qui va venir, c'est créer des chats GPT internes. On prend le modèle qui est déjà pré-entraîné. J'ai déjà parlé de transfer learning. Donc, déjà, c'est pas mal de choses. Et puis, on va l'affiner. On va lui ajouter des informations pour qu'il comprenne, par exemple, l'intelligence, pour qu'il comprenne la culture de l'entreprise, ou qu'il manipule un peu les tâches faites dans une entreprise. Par exemple, un petit chat GPT qui va orienter les malades dans un hôpital. Ou bien, en Inde, on vient de lancer une professeure enseignante, mais humanoïde, pas humain, qui donne des cours dans les écoles en Inde. Beaucoup de questions, bien sûr, se posent. Mais parfois, il y a des contraintes. Il y a des endroits où, très, très loin, on ne mettra pas un professeur, ou alors on n'a pas suffisamment de professeurs parce que les gens vont changer, donc font autre chose. Il y a de nouveaux métiers, et puis de nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En Inde, on a créé des professeurs comme des mannequins, d'accord, des humanoïdes qui vont donner des cours. Donc, vous voyez, et là, bien sûr, on génère un peu du discours avec donc c'est de l'IA générative. D'accord, donc la classification à l'aide d'images, la régression, par exemple les prix d'une maison, clustering ou le regroupement. Donc le machine learning, aujourd'hui, c'est beaucoup de connaissances à la fois, beaucoup de domaines à la fois qui s'utilisent pour le machine learning. En particulier, nous avons les statistiques, et il y a aussi statistic learning. Au départ, c'est ce qu'on utilisait le plus. Il y a aussi les pattern recognition, un peu les bases de données, parce que en général,
moi, je ne sais pas si parmi vous, il y a des informaticiens. Les bases de données, c'est des données structurées. Donc, vous avez les champs, d'accord, c'est des données structurées. Mais là, nous avons, quand je me balade, quand je me déplace, quand j'écoute du langage des gens parler, ce n'est pas des données structurées. D'accord, donc, mais parfois, je peux utiliser aussi des données sur les bases de données. Donc, le machine learning, qui est là, il est là, le machine learning, il touche un peu au data mining, parce qu'avant, dans les années 2000, au début des années 2000, on s'intéressait beaucoup au data mining. Les neurosciences et neurocomputing est un aspect très intéressant. On va, d'ailleurs, je ne sais pas, vous êtes peut-être vous savez que Elon Musk vient d'utiliser des puces dans les cerveaux humains, soit pour, par exemple, pour les traiter des maladies, mais aussi parfois pour avoir ce que certains appellent l'homme augmenté, l'homme avec des puces. Les gens aujourd'hui travaillent beaucoup avec les neurosciences sur l'interaction cerveau, intelligence artificielle au cerveau puce. Et c'est un champ très passionnant. Après, bien sûr, éthique ou non, c'est une autre discussion, mais ça va s'utiliser. Après, il faut réglementer, il faut réguler. Il y a, dans l'intelligence artificielle, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va beaucoup utiliser le machine learning. Mais l'intelligence artificielle, c'est à trois niveaux. Au début, on s'intéressait au symbolisme, d'accord? C'est-à-dire comment je peux représenter les décisions, la logique, le raisonnement humain, donc pour pouvoir créer des machines. Donc c'est ça le symbolisme. Je développe ces notions et je vais revenir à ça parce que j'ai aussi l'envie de faire que vous gagnez, que vous réussissez vos tests de certification. Donc, c'est des choses qu'il faudrait aussi connaître. Et puis, il y a le connexionnisme. Et le connexionnisme, c'est que nous vivons aujourd'hui. C'est un peu ce qui fait la révolution du machine learning aujourd'hui et de l'intelligence artificielle. Mais là, je ne vais pas développer plus, mais je vais quand même un peu parler de ça. C'est qu'avec le machine learning aujourd'hui, les réseaux de neurones, nous essayons de créer, de raisonner en utilisant des connexions entre des neurones, un peu à la manière des neurones biologiques dans le cerveau humain. Et c'est un peu l'organisation de ce que nous allons voir, qui s'appelle des poids au niveau de ces réseaux de neurones qui vont donc marquer un peu l'apprentissage, qui vont caractériser l'apprentissage. Dans le cerveau humain, on parle de plasticité cérébrale. D'accord. La plasticité cérébrale, c'est, par exemple, si je prends un enfant, ou bien même un adulte, je prends un adulte qui sait lire, et je prends un adulte qui ne sait pas lire. Et je scanne un peu le cerveau de celui qui ne sait pas lire et celui qui sait lire. Je vais trouver que ce n'est pas la même chose. C'est ça la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que le fait de connaître, d'apprendre quelque chose, elle transforme mon cerveau. Il rend des zones beaucoup plus actives et la communication entre des neurones beaucoup plus active, plus forte que si je n'apprends pas cette chose. Et même si vous prenez quelqu'un qui sait écrire, qui écrit avec la main, et quelqu'un qui seulement utilise l'ordinateur, vous allez trouver aussi au niveau du cerveau des différences. Donc, ça va un peu loin. Hein, ça va. Et le même concept, on a essayé de le reproduire dans les réseaux de machine learning. Et puis, il y a le comportement, behaviorisme. Là, c'est un petit peu, on apprend,
donc en s'intégrant un peu dans l'environnement, en bougeant dans l'environnement, et puis en fonction de nos actions, et puis du comportement de l'environnement par rapport à ces actions, on apprend. Les modèles génératifs, je ne vais pas aujourd'hui beaucoup les développer. Comme j'ai dit, on va tout revoir, Inch'Allah, la prochaine fois, mais on va passer à une couche un peu plus profonde. Mais on utilise, vous savez, je pense que la majorité d'entre vous ont déjà utilisé un algorithme de machine learning qui produit une photo, une image qui n'a jamais existé. D'accord ? Donc là, on utilise souvent, soit les transformeurs pour le langage, ChatGPT, des mécanismes d'attention, des transformeurs, etc., et des modèles de langage à la base, ou alors des GAN, d'accord, Adversarial Networks. Donc, c'est des modèles, c'est comme un peu moi quand je veux dessiner une figure, ou un artiste, quand il dessine, il met des traits, il dessine des traits, et puis il voit un peu est-ce que ça va mener vers l'image, ce qu'il veut ou pas, et il corrige. C'est comme si dans sa tête, il a deux têtes, finalement, à peu près. Une tête qui dessine et une tête qui évalue, qui critique, qui dit « Ah non, ça, c'est pas vrai, ça, c'est faux ». Donc, dans les GAN, on a deux petits réseaux de neurones. Le premier qui propose, par exemple, une image, une photo, et l'autre qui lui dit « Non, ça c'est truqué, c'est pas bon ». Donc l'autre, bien sûr, à l'aide de formules. Donc le premier, il exploite un peu les failles qu'il a fait, il améliore, et l'autre lui dit non, etc., jusqu'à ce que ça devienne performant pendant la phase d'entraînement. Donc, je ne l'ai peut-être pas bien dit, mais les modèles, en particulier les réseaux de neurones, ils passent par deux étapes. Une étape d'entraînement, on leur donne les datas, ils apprennent des observations, et puis après, on les vend, déploiement, on les vend, on les utilise, et à ce moment-là, bien sûr, on leur donne je lui demande une photo, il me la donne. D'accord? Et on va voir ça. Comme j'ai dit, je répète, l'IA, ce n'est pas intuitif, il faut un effort, il faut répéter un certain nombre de choses plusieurs fois pour que on les comprenne. Là, je montre un peu un petit réseau de neurones qui produirait. Je lui dis, Moto, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des neurones, comme j'ai dit, dans le cerveau humain, mais là aussi, on essaie de les simuler. Et à la sortie, nous avons une moto. Il va nous proposer une moto. Il y a aussi beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle. Donc, il me reste combien de temps? Pratiquement, il nous reste 15 minutes. Non, et donc, moi, je m'arrête dans 5 minutes pour laisser un peu de temps à des questions éventuelles. Exactement, on a reçu quelques questions sur le chat. Donc, je vais m'arrêter dans 2 minutes, d'accord? Et on laisse le reste à la prochaine fois. Donc, en gros, après, on va voir des applications précises. Mais là, c'est un peu, on dit un peu des scénarios. Donc, comment les tâches. J'ai parlé de tâches pour les réseaux de neurones. Donc, un réseau de neurones, en particulier, mais le machine learning d'une manière générale, il peut reconnaître des patterns. En particulier, par exemple, reconnaître des objets dans une scène. Par exemple, la voiture autonome, quand elle roule, elle identifie. Et ça, c'est un piéton. Là, c'est un mot, etc. C'est un visage pour reconnaître. Et puis, il y a des reconnaissances d'anomalies. Et ça s'utilise souvent aussi. Par exemple, dans une usine, on peut mettre des caméras et les objets passent, ou bien les produits fabriqués passent. Et s'il y a un défaut dans un produit, il y a un robot qui prend le produit et l'isole, et l'enlève. D'accord? Parce qu'il représente un défaut. Il présente des défauts. Et il y a aussi les capacités de prédire. D'accord? Donc, prédire la météo, par exemple. La météo aujourd'hui utilise beaucoup d'intelligence artificielle. Et puis nous, je travaille avec des collègues sur la prédiction après les séismes. Il faut qu'on ait au Maroc des outils pour prédire, pas forcément d'une manière précise,
mais avoir une visibilité des risques de séisme, et puis aussi des risques de ce qui va se passer après le séisme, par l'IA. Et bien sûr, j'ai parlé de réseau de neurones. Le réseau de neurones, c'est un peu ça. C'est ça. Mais la prochaine fois, on va détailler. Le neurone, c'est un peu ça. Donc, le neurone, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'information et puis il la propage, ou bien il l'inhibe, ou bien il l'annule. D'accord? Il prend un petit stimulus et puis il le propage. Donc, comme j'ai dit, la prochaine fois, on va un peu aller dans les détails. Donc, pour ne pas trop vous retenir, je m'arrête là, je vais m'arrêter là, en disant que l'intelligence artificielle, nous, on le fait naturellement. Moi, par exemple, cette personne, il a vu une image, regardez, il a vu une image, et dans sa tête, il s'est dit, ça, c'est un 0. Comment se fait-il qu'il a reconnu, à partir d'une image, le concept de 0? Parce que le 0, c'est un concept, ce n'est pas dans ma tête, c'est d'accord. J'oublie la forme du 0, et je dis, donc je lui affecte un. Regardez, donc ça c'est 1. Ça aussi c'est 1. Si vous me dites au début, vous n'aurez que des 0 et des 1. Ça c'est 0. Donc là, je fais de la discrimination et je peux identifier les 0 et les 1. Mais comment se fait-il? Donc les gens se sont dit, on va essayer de simuler ça, de faire un peu comme ce que fait le cerveau humain. Donc c'est en gros, et voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, bien sûr, et on continuera la prochaine fois.